Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 20 novembre 2022. Aujourd'hui, on va avoir une vidéo exprès sur FTX, mais pas que. On va notamment aborder exactement ce qui s'est passé avec FTX, l'état actuel de la situation, ce qui risque de se passer par la suite, et ensuite, on va justement se poser la question de quel est le rôle de Binance et notamment CZ dans ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est vraiment un complot de rachat qui a mal tourné? Est-ce que c'était le but de descendre quelqu'un ou est-ce que c'est toute autre chose? Je vais vous donner mon avis, on va revenir sur un ensemble de tweets pour bien comprendre ce qui s'est passé et l'historique qu'il y a entre les deux pour pouvoir justement essayer d'anticiper ce qui est en train de se structurer. Vous allez voir, ça va être très intéressant, notamment sur la communication de CZ ces derniers jours. On en apprend quand même pas mal. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez, partagez la vidéo, ça aide au référencement, et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. Alors on va revenir sur la situation de FTX, je vais pas refaire exactement toute la temporalité, j'ai déjà couvert ça notamment dans les quotidiennes et j'ai fait 2 threads Twitter que vous trouverez en commentaire pour pouvoir bien comprendre la situation, mais on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé. Nous voyons devant nous le token FTT qui est le token natif de FTX qui est à 1,44$ au moment où je tourne cette vidéo et qui a souffert grandement, mais pas que. Ce qui a le plus souffert actuellement c'est vraiment FTX, la société en elle-même, les actifs qui sont dedans et toutes les sociétés qui sont rattachées dessus. Donc on va faire le point sur ce qui s'est réellement passé. Je vous fais un résumé très simple. Suite à une vague de short sur FTT et une série de retraits sur FTX, alors en l'occurrence, pour rappel, c'est principalement lié à notamment un article de CoinDesk sur les résultats, en tout cas sur la composition du bilan de Alameda, plus après derrière un tweet de CZ sur le fait qu'il allait vendre ses FTT, que tout a commencé et on a eu un gros short sur FTT sur lequel le FTT n'a pas supporté et a break baissier très fort comme vous pouvez le voir ici, cassure baissière première, deuxième et ensuite on a temporisé sur la partie basse. Ce qui est intéressant de voir c'est que vraiment on a eu un break très fort au niveau de FTT, mais pas que, il y a eu toute une politique de retrait massif de la plateforme FTX. Je vous en ai parlé notamment dans les quotidiennes, 2 jours avant que ça arrive, je vous avais dit que personnellement je ne prenais pas le risque au vu de ce qui avait été donné par CoinDesk et des informations qui avaient été données pour 8%, je ne prenais pas le risque de laisser une partie de mes assets dessus, même si c'est minime pour moi, ça n'empêche que j'ai retiré avant et beaucoup l'ont fait, notamment grâce à la quotidienne. Mais il faut comprendre que tout est parti réellement d'une problématique sur Alameda et d'un tweet. Mais que derrière, c'est bien autre chose. C'est vraiment bien autre chose. C'est notamment l'état général de l'état de la société FTX et de Alameda, parce que c'est très conversé. Au début, on pensait que c'était simplement un bank run, donc classique, c'est-à-dire que les gens retirent tous en même temps leur liquidité, et que la société manque de liquidité, et donc à ce moment-là, va faire un dépôt de bilan, ce qu'il ne peut pas supporter, il va faire les démarches nécessaires pour pouvoir protéger les assets et pouvoir liquider une partie des assets pour pouvoir rembourser, voire même s'allier à quelqu'un, comme ça avait été à un moment donné potentiellement le cas entre SBF et CZ, où ça avait été demandé, mais en l'occurrence, c'était pas forcément le cas, c'était pas qu'un problème de liquidité, loin de là, étant donné qu'on s'est retrouvé notamment avec un trou monumental au niveau du bilan de FTX et de Alameda. Le dépôt de bilan a donné pas mal de choses, notamment le CEO actuel, parce que SBF est sorti de FTX, mais le CEO actuel qui est spécialisé en plus dans vraiment la restructuration et le dépôt de bilan et sauvetage de sociétés, donc il y a un taux assez haut de gestion et qui a déjà vu beaucoup de choses. Voici son retour. Jamais au cours de ma carrière, je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi totale d'informations financières fiables jusqu'ici. On s'arrête là. Déjà, ça veut dire que globalement, l'entreprise, personne l'a gérée et que globalement, les personnes, ce qui devait être fait n'a jamais été fait et que dans tous les cas, il n'y a aucune information qui représente la réalité. Information financière fiable. Ça veut dire que si on donne un état du bilan, ce n'est pas la réalité, il y a toujours des gros écarts. Ça, c'est vraiment problématique et c'est
déjà principalement une forme de malversation énorme de ce qui peut se passer. Deuxième chose, on a de l'intégrité compromise des systèmes et de surveillance réglementaire défectueuse à l'étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d'un petit groupe d'individus inexpérimentés, peu avertis, potentiellement compromis. Alors potentiellement, on va le barrer, limite on va dire compromis. Cette situation est sans précédent, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vu ça, mais là on revient. Ça veut dire que à l'heure actuelle, il n'y a aucun moyen de contrôle et de surveillance de ce qui a été fait en termes de réglementation. Alors il précise à l'étranger, mais je suis sûr que FTX US, s'ils ont déposé le bilan aussi, c'est qu'il y a encore quelque chose qui se rajoute par-dessus. Et la concentration d'un pouvoir entre les mains d'un petit groupe d'individus, donc forcément c'est SBF et notamment toute sa clique autour ce qu'on appelle les petits jeunes des Bahamas qui ont géré ça, et notamment Alameda. Donc on a vraiment ce petit groupe qui est inexpérimenté, peu averti et potentiellement compromis. Bon, clairement compromis, vu ce qui s'est passé, je rappelle un certain nombre de points pour bien comprendre à quel point c'est catastrophique. Le dépôt de bilan justement nous donne un certain nombre d'informations, comme quel est le nombre d'assets au niveau de FTX, 659 000 $. Il reste actuellement. Contre ce qui avait été déclaré sur SBF, SBF avait dit qu'il avait 5,5 milliards de dollars en assets, là actuellement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc il y a deux possibilités, soit il y a un énorme trou, soit il y a eu derrière des liquidations massives, mais dans tous les cas, il ne reste plus rien dans les caisses de FTX. Ça a été légèrement mitigé par rapport à ça, parce qu'il est allé voir toutes les autres sociétés qui sont rattachées à FTX et à Alameda. Il y en a quand même plus d'une centaine qui sont soit sous la dépendance ou soit rattachées directement à FTX, sur lesquelles il y a des assets, sur lesquels il y a de la solvabilité, sur lesquels il y a des choses à travailler. Donc bon, ça nous rassure, mais ça empêche que au niveau de FTX en lui-même et de Alameda, les deux sont très proches, et il s'est passé plein de choses. On découvre notamment l'utilisation des fonds des utilisateurs de FTX pour le rachat des parts de Binance par SBF, donc voilà, il s'est servi tout simplement dans la caisse de FTX pour pouvoir racheter des choses qui lui reviennent de droit. Donc déjà c'est du détournement de fonds par défaut, par classique, donc déjà là il y a un gros problème. Il y a de l'achat immobilier qui s'est effectué pour les différents partis, pour les différentes personnes. Il y a eu des renflouements massifs de Alameda par les fonds de FTX. On a eu du Alameda qui a prêté de l'argent à SBF pour notamment racheter des éléments à FTX. On a des avantages concurrentiels à Alameda qui ont été faits, c'est-à-dire que, par exemple, FTX ne coupait pas les positions de liquidation de Alameda, donc laissait tourner le temps justement que ça redevienne en positif, donc couper une partie des pertes de Alameda. On découvre énormément de choses, jusqu'à notamment l'absence de comptabilité, l'absence de payroll, donc savoir qui travaillait où, impossible de le savoir. Et tout ça, c'est des éléments classiques de fonctionnement d'une société. Et là, c'est vraiment catastrophique, parce qu'il faut comprendre que, justement, on a des news comme quoi Venture et Capitalist, qui, justement, a travaillé sur FTX, est en train de se dire que, potentiellement, ils vont poursuivre SBF pour, justement, toutes leurs pertes. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces fonds, parce qu'il n'y a pas que Venture Capitalist, il y a énormément de fonds massifs qui ont mis de l'argent, qui ont investi dans cette société, pas une petite société, on parle de quelque chose qui était valorisé à plus de 30 milliards de dollars. Donc quelque chose qui est colossal. Ok, donc ce sont quand même des spécialistes, ils ont fait appel à des cabinets d'audit. Comment ça se fait que ce ne soit pas ressorti avant? Ils avaient des cabinets de comptabilité au sein de FTX, oui, mais pour rappel, il y en a un qui est assez peu connu, mais l'autre qui n'était absolument pas connu, et la seule chose qui en ressort, c'est que c'est le premier cabinet de comptabilité dans le métaverse, pour une société qui vaut plus de 30 milliards de dollars. Alors, il n'y a rien, en fait. Et comment on peut se poser... on se pose vraiment la question de comment est-ce possible? Comment c'est arrivé de cette façon-là? Comment des spécialistes de l'investissement qui ont mis des fonds, qui ont fait des audits, n'ont pas pu voir ça? Comment c'est possible? Et à quel moment ça a pu passer jusqu'à ce point-là? Et qui était au courant, parce que c'est pas possible que, clairement, ça ne se sache pas, qui était au courant et qui n'a rien dit, / rien fait. Et je pense que, clairement, les sociétés d'audit doivent être en train de voir leurs assurances et leurs avocats pour voir comment gérer ça. Parce que, clairement, c'est sûr et certain qu'il y a eu des audits, mais comment ça se fait que, il ne s'est rien passé. Et là, ce qui est un peu dommage, et ce qui est même dommageable, on va dire, c'est qu'on considère que c'est une société propre à la crypto, que c'est un problème de crypto,
Alors que absolument pas. Là, ce qu'on est en train de décrire, c'est de la malversation d'une société qui pèse 34 milliards de dollars, dans lequel on a de la finance traditionnelle qui a investi des fonds. Oui, ils gèrent des produits risqués qui sont la crypto-monnaie, mais là, actuellement, c'est pas un problème de crypto-monnaie, c'est un problème, clairement, de personnes qui a tapé dans les fonds de caisse, qui a fait des malversations, enfin voilà, on est vraiment dans quelque chose de classique qu'on peut retrouver sur du grand banditisme, sur du banditisme col blanc, donc financier, on est vraiment dans ça. Ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, ça n'a rien à voir avec une forme de Ponzi, on est, enfin même, on va dire, Ponzi, Madoff, enfin voilà, quand on compare ça, on pourrait dire, ok, mais on est quand même dans une schématique qui est purement traditionnelle. Et ça, c'est ce qui est vraiment dommage, et ce qui est le pire dans ça, dans cette affaire FTX, c'est qu'on a, en tout cas, une communication qui est en train d'être effectuée, qui se tourne vraiment sur le fait que c'est la crypto-monnaie qui est en train de se gameler à travers FTX. Alors que pas du tout, c'est juste que c'est un mec qui est un sauvage, qui a tapé directement dans la caisse, qui a volé les personnes, qui a fait des malversations, alors lui et globalement toutes les personnes qui tournent autour, parce qu'on précise bien justement un petit groupe d'individus inexpérimentés, je remets entre guillemets, hein, je pense qu'on est plus dans la notion de compromis que d'inexpérimentés, qui ont saboté justement une entreprise de ce style-là, qui ont saboté, qui ont menti aux gens et qui ont volé les personnes. Et ça, il faut vraiment l'assimiler, et c'est vraiment dommageable. J'ai posté notamment sur Twitter un tweet sur une vidéo de BFM TV où on voit principalement un expert qui s'exprime et qui précise la chose suivante, c'est que FTX, pour lui, c'est les cryptos, mais à côté, par exemple, la technologie, il dit que le crash de FTX, c'est un crash des cryptos, et que du coup, c'est un problème des cryptos, c'est un problème lié aux cryptos, et il différencie la notion de crypto-monnaie de la notion de technologie de la blockchain. C'est-à-dire que pour lui, il considère que la blockchain peut vivre sans crypto-monnaie. Enfin, on est dans des inepties sur lesquelles des personnes sont en train de divaguer sur des choses comme ça, et c'est très compliqué de pouvoir repartir dessus. Alors, là-dessus, je mets un gros mea culpa pour ceux qui étaient là, notamment avec Mongox. On avait déjà cette schématique-là, où globalement, lorsqu'il y a eu le hack de Mongox, tout le monde disait que c'était notamment la blockchain Bitcoin qui avait été hackée, alors que c'était pas du tout le cas. Ça a mis énormément de temps avant de cool off, mais ça a cool off, comme vous avez pu le voir depuis, ceux qui récupèrent le BTC de Mongox actuellement ont une énorme plus-value, peu importe le nombre de BTC qu'ils ont récupéré par rapport à ce qui était au début, vu la valorisation qu'il y a eu entre-temps. Mais on se retrouve quand même sur quelque chose où, en effet, on est dans quelque chose qui est très compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la réglementation n'est pas forcément liée aux cryptos, pour moi. Elle est liée principalement à la gestion d'entreprise, et notamment la gestion d'entreprise à l'étranger. La notion d'étranger est très importante, notamment aux Bahamas, sur lequel on a vraiment une notion défectueuse qui est effectuée, et il est fort probable que derrière on découvre qu'il y a eu une partie de malversation avec des pots de vin qui ont été versés pour pouvoir passer outre, parce que ce n'est pas possible qu'à l'heure actuelle quelque chose comme ça puisse fonctionner et ne pas se voir sur une société qui pèse autant, avec autant d'interconnexions avec des institutionnels forts, et notamment des partis politiques et des choses comme ça. Et donc on a quand même quelque chose qui est assez fort. Alors, on va s'arrêter là sur cette partie-là, on va aller surtout se poser la question de quels sont les impacts court terme, moyen terme au niveau de FTX, et ensuite on va aller voir le rôle de CZ dans tout ça, et ce qui va se passer derrière, au niveau de Binance, ce qu'ils sont en train d'effectuer, parce qu'il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer, il ne faut pas louper ça. Alors avant d'aller là-dessus, je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description, c'est gratuit, c'est un lieu d'échange et d'information sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement, et pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations et continuer à se former tout en soutenant le Discord et tout en soutenant la chaîne, nous avons mis en place un premium avec plus de contenu, plein de vidéos, plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formations structurées autour d'un parcours pédagogique, on en rajoute toutes les semaines, et vous y trouverez notamment aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein d'autres outils et de petites informations que vous allez apprécier notamment pour pouvoir progresser. Je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour tous les curieux qui se demandent ce que c'est et comment ça peut les aider. Alors concrètement, quels sont les impacts. Les impacts, clairement, sur la crypto-monnaie, donc je suis sur le graphique Total Capitalisation Boursière Crypto.
On a fait un plus bas suite à cet échec, mais somme toute, on a été plutôt résilient. Quand on compare, si vous regardez la vidéo que j'ai faite, notamment hier, samedi, dessus, quand on compare la chute de Terra Luna, la chute de 3 ici, derrière, on avait des breaks structurels qui étaient très forts, avec des cassures très très fortes. Bon, est-ce que c'est le cas? Non, on a même réintégré au-dessus du plus bas. Donc, somme toute, l'effet court terme est assez léger. Parce que, très important, le marché en lui-même n'est pas le même que lors de la chute de Celsius, que la chute de Terra Luna, on est beaucoup moins leveragé, il y a beaucoup moins d'impact. Oui, ça fait très très mal en termes d'image, mais en l'occurrence, c'est plus ou moins contrôler ce qui est en train de se passer, et plus ou moins pricé. On parle beaucoup de l'effet domino. Oui, il va avoir un effet domino, il va avoir des impacts de liquidité, des contractions de liquidité sur certains acteurs, certains vont déposer le bilan, d'autres vont ne plus avoir de trésorerie, mais l'un dans l'autre, on n'est pas sur des clusters de liquidation comme on avait pu avoir sur les autres crises, Terra Luna, Celsius, 3 ici. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus contrôlable, et c'est très intéressant de le noter, ça, parce que ça va arriver sur la notion de CZ et de Binance et de ce qui s'est passé. Pour moi, je considère que sur le moyen terme, on va avoir du temps, on va avoir des choses qui vont se mettre en place. Le court terme, déjà sur une première semaine, il va falloir attendre encore 2 semaines pour voir les impacts qu'on va avoir sur les différents acteurs. Il y en a beaucoup qui sont en train de chercher des liquidités. On a Genesis qui nous dit qu'il cherche 1 milliard d'ici lundi. Que va-t-il se passer si Genesis fait un dépôt de bilan, un article 11? Bon, somme toute, c'est déjà pricé, parce que sinon, dès l'annonce, je peux vous dire qu'on aurait eu un crash colossal. Ce n'est pas le cas. Donc on a quelque chose qui est plutôt résilient par rapport à ce qui est en train de se passer. 3 semaines, pourquoi je dis 3 semaines? Parce que c'est un petit peu le temps qu'on avait eu par rapport au crash de Terra Luna, et notamment l'apparition de 3 ici, d'accord? Donc Terra Luna, et on avait 3 ici qui arrivait après. On avait, 30 jours, 1 mois, donc 3 semaines, on a déjà fait une semaine, donc on a encore un petit peu de temps dessus, sur lequel on va avoir peut-être des choses qui vont ressortir, même si, actuellement, clairement, le marché avait déjà été purgé, donc tous les acteurs sur lesquels on avait des problématiques de liquidité, du haut leverage qui était effectué, avaient déjà épuré une partie. Voilà, on avait déjà épuré une partie, et ceux qui étaient déjà dans le mal, on savait déjà à peu près lesquels. Au niveau des exchanges, on a beaucoup parlé, oui, le fait qu'il y a d'autres exchanges qui sont à court de liquidité, sur lesquels potentiellement on peut se retrouver sur un bank run et se gameler. Ok, mais clairement, là actuellement, les retraits ont déjà été faits. Ça fait plus d'une semaine. Donc ça fait plus d'une semaine dans lequel, ça y est, les retraits ont été faits dans les autres. Donc ça veut dire que le bank run a eu lieu. Donc là, actuellement, il n'y a pas d'autres exchanges sur lesquels on voit qu'il y a une cassure. Celui sur lequel tout le monde avait peur, c'était Crypto.com, CRO. Bon, CRO a fait un mea culpa, a montré un certain nombre de choses, et donc du coup, ça s'est calmé. Mais c'est normal, c'est en même temps logique. Donc pour moi, là-dessus aussi, il faut prendre du recul. On a une phase de désespoir qui s'est mise en place où les personnes ont excessivement peur et rajoutent cette peur-là, notamment avec une surcommunication, ce qui est le cas sur Twitter, sur les différents médias dans lesquels aussi, donc généralistes, dans lesquels on a une incompétence générale des personnes qui prennent la parole, et à côté, voilà, on a toujours cette dichotomie où on a une communication sur les médias spécialisés crypto, et à côté, on a le tout et n'importe quoi du mainstream qui raconte, qui essaie de comprendre ce qui se passe dessus, et qui va faire des raccourcis monumentaux. Donc pour moi, somme toute, je pense qu'on est dans quelque chose qui est plus ou moins contrôlé, et ça vient au dernier point, qui est le rôle de CZ et de Binance dedans. Alors, là-dessus, très important, on va aborder plusieurs choses. 1, je vous invite à regarder, vous allez sur le Twitter de CZ, et vous allez regarder notamment, il a fait une MEA qui dure 1 heure à peu près, sur lequel il y a pas mal de choses. Alors, c'est en anglais, oui, mais il y a pas mal de choses qui sont traitées. Et ce qui est très important, c'est qu'il a dit quelque chose dedans, qui pour moi a été un éclair de lucidité sur comment ça s'était passé, pourquoi ça s'est passé. Et ça reste uniquement mon avis. On va découler un ensemble de points factuels, mais pour moi c'est un éclair de lucidité que j'ai eu par rapport à ça. Il dit clairement la chose suivante: je n'ai aucun intérêt à couler mes concurrents, parce qu'à l'heure actuelle, clairement, reprendre une partie de leurs fonds et reprendre une partie de leurs utilisateurs ne m'apportera très peu. Moi, ce que je cherche, c'est la mass adoption, parce que plus il y aura de personnes qui utiliseront les crypto-monnaies, plus je progresserai. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, dans cette schématique-là, il faut bien comprendre quelque chose. Actuellement, Binance représente 80% des échanges. Ok.
Que se passe-t-il si on double le nombre d'utilisateurs de crypto? Simplement, Binance va absorber 80% de ces nouveaux arrivants. Et c'est pas les 3%, 4%, 5%, 10% que peut représenter un concurrent qui va vraiment jouer. Clairement, ça va être la notion de mainstream et d'adoption massive. Et c'est un petit peu ce qu'il effectue déjà depuis 2022. Si on regarde ce qu'effectue CZ durant toute cette année, clairement, il a fait des allers-retours dans les différents pays, il a vu les différents institutionnels, il a vu les différents partis réglementaires, il travaille dans le fait que Binance continue de croître. On est dans une adhésion, un travail d'adhésion massif. C'est ce qu'il a effectué depuis 2021 et qui s'est accéléré en 2022. Clairement, quand on regarde factuellement ce qui s'est passé, il n'a fait que ça. Donc c'est tout à fait logique. Et même en termes de business pur, c'est tout à fait logique. Maintenant, posez-vous la question suivante. Que se passerait-il si un FTX éclatait, soit au moment de Voyager, soit plus tard, lors d'un prochain bull run? Qu'est-ce qui se serait passé? Clairement, on se serait retrouvé sur une crise catastrophique. Catastrophique dans l'un et dans l'autre. Comme je vous l'ai dit notamment dans la vidéo d'hier, si on breakait FTX au moment de 3 ici, clairement, à ce moment-là, on se serait retrouvé très très vite dans quelque chose qui serait à 10 000. Parce que tout simplement, le laps de temps entre la chute de 3 ici et maintenant a permis à beaucoup d'acteurs qui étaient dans le mal, qui n'étaient pas bien, de pouvoir restructurer leur compte, retrouver la liquidité et se préparer sur une prochaine crise. Crise qui est arrivée notamment avec FTX. Et du coup, on va reprendre un petit peu la relation entre les deux. Déjà, dans un premier temps, clairement, depuis le 7 juillet, on voit que FTX, en tout cas CZ, avait dans le collimateur SBF sur notamment ce qui s'est passé avec 3 ici et Alameda et Celsius. Clairement, il y a toute une notion de comme quoi, potentiellement, Alameda et FTX, à travers SBF, ont attaqué 3 ici et ont justement fumé 3 ici et entraîné sa perte. Pour pouvoir, derrière, utiliser le FUD et de pouvoir réinvestir et continuer à réinvestir ou potentiellement manipuler pour pouvoir effectuer une mise en place d'un short ou d'une manipulation de marché. Chose qu'ils avaient déjà essayé de faire, notamment avec les futurs de Binance. Je vous invite à regarder toute cette histoire. Vous cherchez FTX, manipulation future Binance, vous allez tomber, voilà, quelque chose qui est assez fort, sur lequel on se retrouve déjà dans quelque chose où Alameda essayait de pouvoir manipuler les marchés. Et donc, on se retrouve sur quelque chose qui serait un petit peu similaire, mais sauf à plus grande échelle. Et je pense que déjà, à ce moment-là, CZ avait conscience de ce qui était en train de se passer, et conscience de l'état d'Alameda, et conscience de SBF. Encore une fois, dans cette partie-là, je vous donne mon avis. On voit les faits, et je vous donne l'idée, en tout cas, que j'ai dessus, et les conclusions que j'en tire, moi, personnellement. Ensuite, deux autres éléments. CZ commence, par la suite, à parler de choses, deux grandes notions à prendre en compte. Un, ne jamais utiliser son propre token en collatéral, et ne pas utiliser le capital en leverage pour pouvoir avancer. Chose que lui effectue, et donne le message à tous les exchanges, et notamment à FTX, en disant regardez, cette méthodologie de fonctionnement ne fonctionne pas. La preuve, en mettant un coup de pression, parce que c'est un coup de pression qu'il a mis, le château de cartes s'écroule. Et justement, il y a toute la notion, ensuite, de proof of stake qui apparaît, dans lequel on se retrouve majoritairement dans la notion de création d'une proof of efficiency, une proof of reserve, dans lequel on montre que l'industrie centralisée montre patte blanche, et il y a une forme d'assainissement de l'industrie. Donc on est toujours dans cette image de purge. Ensuite, nous avons l'incorporation de la notion de Trust Wallet, donc l'incorporation de la partie décentralisation des biens, donc ça veut dire qu'on va avoir des wallets extérieurs aux exchanges pour pouvoir intégrer les exchanges. Bybit est en train de le faire. Binance est en avance, l'a déjà fait. Mais globalement, ça va devenir une nouvelle norme. Deux choses vont devenir une nouvelle norme, la proof of reserve et potentiellement l'intégration d'un wallet Web3 dans des plateformes centralisées. Et ça, c'est très important, c'est très fort. Ça veut dire qu'on est en train de transformer totalement ce qui est en train de se faire. Et on voit que les réactions sont tellement rapides que potentiellement, j'ai tendance à penser que ça avait déjà été effectué. L'autre élément, c'est qu'on a
un CZ qui commence à prendre une place très conséquente dans l'industrie de la crypto, et qui se rattache notamment à des personnes qui ont aussi une grosse influence, notamment comme Vitalik, qui, je pense, était certainement au courant de ce qui est en train de se passer, aussi, et donc du coup, on se retrouve sur quand même la mise en place d'un outil qui va permettre de déterminer si la centralisation de certains exchanges pose problème ou non, donc une forme de protection. Donc pour moi, la purge est en train de se terminer. Et là-dessus, il y a la notion de momentum, pourquoi à ce moment-là, il y a eu ce poste de CZ. Pourquoi à ce moment-là, il y a eu ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce se fasse à ce moment-là, et qu'il y ait cette action qui se fasse? Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses, mais ça reste, moi, à mon avis, c'est que c'est le moment propice pour finir la purge en limitant la casse, parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'informations qui ont circulé, comme quoi CZ et SBF avaient beaucoup échangé notamment, et que SBF avait envoyé balader CZ sur l'état général de FTX, et que CZ avait alerté FTX sur ce qu'ils étaient en train d'effectuer, qui pouvait mettre en danger la totalité du monde des cryptos. Bon, en l'occurrence, l'action qui a été effectuée, il faut se poser la question, est-ce que c'est pas quelque chose qui a pour but, oui, potentiellement d'aider, c'est-à-dire que le fait, la notion de rachat était peut-être un peu trop prématurée, mais était une volonté de pouvoir finir, donner de la liquidité pour limiter l'impact, mais clairement, c'était le moment propice pour pouvoir purger cet acteur, purger cette malversation qui était effectuée, parce que si c'était arrivé plus tard, ça aurait été quelque chose de très 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 compliqué. Ça aurait été vraiment quelque chose de très compliqué. Là, ça se passe avant, dans une fin de bull run, dans une période de bear market, dans lequel on a déjà une contraction de liquidité, dans lequel on a beaucoup moins de levier, dans lequel on a beaucoup moins d'utilisateurs. On se le cache pas. Les personnes qui étaient restées, bon bah c'était plus le néophyte. On a divisé par 3, 4, 5, même 10 le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaie. Donc là-dessus, c'était clairement un moment idéal pour pouvoir limiter l'impact. Limiter l'impact, chose qui est en train d'être fait actuellement par CZ, par notamment la proof of reserve, par la notion d'injection de Trust Wallet par exemple dans son fonctionnement, donc qui va devenir certainement une nouvelle norme de mon côté, dans la création d'un fonds d'aide aux sociétés qui sont dans le mal, donc à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de sociétés qui ont déjà fait appel à Binance, à CZ et à d'autres acteurs pour pouvoir récupérer de la liquidité, pour pouvoir continuer leurs assets. Donc ça veut dire que là actuellement, ils sont en train de sauver les projets qui ont une utilité pour les crypto-monnaies et qui ne sont pas dans une forme de dégène comme on a pu avoir avec FTX et Alameda de leverage à tout va pouvoir essayer de faire du profit n'importe comment. On est dans quelque chose sur lequel, voilà, on est en train de finir une purge. Et là-dessus, moi, il y a un dernier tweet, et c'est pour ça que, en l'occurrence, je voulais vous montrer, qui date de samedi. Quel est le signe d'un bottom? Là-dessus, il y a plein de réponses, ça peut être une question comme un autre, mais pour moi, le signe d'un bottom, en effet, c'est la dernière capitulation. C'est la dernière capitulation, et c'est ça. Et là, actuellement, on est potentiellement dans un bottom. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, on peut retester les 15 000, on peut retester les 14 000, prendre de la liquidité, mais est-ce qu'on est dans un bottom? Bah, potentiellement, on peut arriver dans une zone de ranging dans laquelle on va reconsolider et reconstruire, en tout cas, une confiance au sein du monde de crypto, dans lequel on va fonctionner autrement, avec plus de transparence, de la décentralisation, chose qui, à l'origine, aurait dû être. Je veux dire, le dernier bull market qui a été effectué, ça a été l'avènement de la DeFi, mais surtout l'avènement de la transposition de choses qui étaient dans la finance traditionnelle, dans le monde de la crypto-monnaie, avec des actifs ultra volatiles, sans fondement. Là, c'est en train d'être purgé, clairement, ça a été purgé, et donc, pour moi, on est quand même dans une forme sur laquelle on est en train de préparer le prochain bull run. Est-ce que ça va arriver tout de suite? Non, mais en tout cas, on est en train de bien partir sur une purge, sur une dernière capitulation, on met les choses à plat, on nettoie tout, et ensuite on se prépare à construire l'avenir, et je pense que c'est ce qui est en train de se passer, et je pense que c'est un petit peu l'idée que peut avoir CZ dans l'action qu'il a effectuée. Penser que c'est juste un coup de hasard, certainement personne n'y croira. Le fait que c'est une manipulation pour racheter, je pense que si c'était le cas, il aurait racheté. Je pense qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Quand on voit l'interaction du CEO actuel de FTX, je veux dire, voilà, il a mis énormément de temps pour découvrir l'état de l'impact. Ce n'est pas en 2 heures, 3 heures, en voyant 2-3 bilans, que CZ dit non au deal. Pour moi, on est encore dans autre chose.
Je pense que c'est bien là l'idée, je pense qu'il a une volonté de pouvoir potentiellement injecter de la liquidité pour pouvoir faire survivre et prendre la main pour pouvoir régler la situation, et il s'est rendu compte que les liquidités c'était pas ça, c'était pas suffisant, et qu'il fallait beaucoup plus loin, et c'est pas quelque chose qu'il avait anticipé, en tout cas, le crash de ce style-là, et c'est le bon moment, c'est là où en fait le risque est le plus gérable, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir, notamment au niveau du cours, à confirmer justement dans les semaines à venir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous, quelle est votre hypothèse? Est-ce que mon hypothèse vous paraît cohérente? Quelle est l'hypothèse que vous préférez? Il y en a plein sur Twitter, il y a plein de choses qu'on apprend. Donc n'hésitez pas à rejoindre notamment le Twitter Cryptolis sur lequel il y a beaucoup d'informations que j'essaie de vous donner, des threads que j'essaie de vous faire pour vous concentrer l'information. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.